Merci de nous rejoindre pour décryptage sur Niveau d'info à Madagascar face à la recrudescence des violences et des pillages. Les autorités ont élargi le couvre-feu instauré à 4 autres grandes villes du pays à part Antananarivo, et cette mesure vise à rétablir l'ordre dans le climat social tendu, mais peine à apaiser complètement les troubles. Mamadou Diouf, bonsoir et bienvenue. Merci. Bonsoir Charlotte. Les autorités malgaches ont donc décidé d'étendre le couvre-feu à plusieurs grandes villes du pays au-delà de Antananarivo. Est-ce à dire que la situation est hors de contrôle? Je ne dirais pas hors de contrôle, mais la situation est préoccupante. Puisqu'il y a eu les manifestations. À côté des manifestations, malheureusement, il y a eu des pillages, il y a eu des incendies, il y a eu du vol, ce qui n'a rien à voir avec le mouvement, tout comme les revendications du mouvement lui-même. Mais quand ça arrive à ce niveau, ça pose deux problèmes. Le premier problème, ça entache un mouvement. Le deuxième problème, ça pose un problème de sécurité. Et sur ce problème de sécurité, c'est l'État qui doit assumer ses responsabilités. Et c'est ce qui a été fait ici en décidant de mettre sous couvre-feu un certain nombre de 5 pratiquement parmi les villes les plus importantes, puisque le niveau de manifestation était tel que il fallait empêcher aux gens de sortir le soir, parce que malgré ce qui avait été décidé, pendant le soir, il y avait encore des vols, il y avait encore des pillages, des cambriolages, du banditisme, comme dit le gouvernement malgache. Donc il fallait demander, comme ça se fait dans tous les pays du monde, quand le niveau de manifestation d'insécurité atteint un certain niveau, c'est le couvre-feu qui permet le soir d'empêcher à toute personne de pouvoir circuler. Pour comprendre la nature exacte des violences observées selon vous, et quelles sont les causes profondes de cette crise économique, sociale ou finalement politique? Mais c'est du tout à la fois. Parce que quand on regarde les causes immédiates, on parle de coupure d'électricité et de coupure d'eau. Et quand on dit coupure, c'est vraiment, ce n'est pas qu'on vous prive d'électricité pendant 1 ou 2 heures, c'est que ça empêche aux gens de pouvoir fonctionner. Les étudiants d'ailleurs se plaignent en disant mais ils ne peuvent pas s'asseoir dans l'obscurité pour travailler. Ce qui veut dire qu'il y a de très longues coupures qui posent problème. Mais ces coupures ne sont que la manifestation d'une difficulté dans laquelle se trouve un pays comme Madagascar. Justement, on est tenté de se poser la question, mais comment est-ce que l'État justifie ces pénuries? L'État n'a pas donné de justification, parce que moi je n'appelle pas ça justification. Quand j'ai entendu le président de la République parler, j'ai dit mais attendez, il s'enfonce davantage. Parce qu'il dit exactement, il a constaté que le ministre de l'Énergie ne fait pas son travail. Mais comment un président peut en public dire je constate que le ministre de l'Énergie ne fait pas son travail? Tout ce qu'il a comme service de renseignement, les conseils des ministres, le ministre n'a jamais rendu compte devant le président de la situation d'électricité. Mais quand il y a coupure d'électricité dans un pays, tout le monde est au courant. On en parle partout, les médias en parlent. Ça, ce n'est pas une excuse. En fait, il est en train de vouloir se dédouaner, et on utilise la méthode la plus rapide, c'est la méthode du fusible. On démet le ministre. Mais est-ce qu'on lui a donné les moyens de fournir de l'électricité aux Malgaches? Parce qu'on n'oublie pas qu'un ministre, c'est un portefeuille. C'est un budget qui est voté. Si on ne lui donne pas les moyens de le faire, il ne peut pas le faire, même s'il était lui-même un électricien, s'il était lui-même un spécialiste de l'énergie nucléaire, on ne lui donne pas les moyens, il ne peut pas donner de l'électricité aux populations. Il faut arrêter de vouloir tromper les gens en utilisant les fusibles. Mais il y a une crise qui est beaucoup plus profonde. Et d'ailleurs, les revendications des jeunes, c'est ça qui déclenche. Mais les revendications ne s'arrêtent pas à cela. Et c'est un mouvement qui a été, qui est allé, j'allais dire, très rapidement. Puisque c'est autour de mi-septembre qu'ils ont créé cette ZZ, comme ils l'appellent. Avec beaucoup de personnes qui sont au niveau de la diaspora, qui se plaignent des conditions de vie des Malgaches, qui sont des conditions de vie, il faut le reconnaître, qui est difficile. 75% de la population vit en dessous du seuil de pauvreté. La corruption est répandue, ils sont pratiquement dans le classement de Transparency International 140e sur 180 États. Tous ces problèmes ont été posés. Maintenant, l'affaire d'électricité et de l'eau
C'est ça qui a fait prendre, si je peux l'appeler ainsi, la mayonnaise. Ils ont demandé aux gens de sortir et de manifester. Les gens sont sortis et ça a été l'occasion pour poser tous ces problèmes, la flambée des prix, etc. C'est en fait un ensemble d'éléments. Mais l'eau et l'électricité, c'est tout simplement les gouttes d'eau qui ont fait déborder le vase. Et certains observateurs parlent d'un climat de défiance envers les autorités du pays. Mais comment expliquer cette perte de confiance? En fait, les manifestations sont parties pour être des manifestations pacifiques. Moi, je suis un défenseur des manifestations pacifiques. Pour moi, voler n'a rien à voir avec une manifestation. Le vandalisme n'a rien à voir avec une manifestation. La boutique qui est là, qui appartient à quelqu'un, ça n'a rien à voir avec une manifestation. D'habitude, je dis, même si vous voyez la maison d'un ministre, vous savez qu'il a détourné de l'argent, ne cassez pas la maison. Ne brûlez pas la maison. Transformez la maison en patrimoine de l'État. Ça me semble plus logique que de détruire un patrimoine, surtout qu'ils se plaignent qu'il n'y en a pas suffisamment. Mais, il faut le dire clairement, dans nos pays, quand les manifestations prennent de l'ampleur, nos États ont peur que la manifestation aboutisse à une chute du pouvoir. Ce qui amène souvent une sorte de répression, où quand on regarde les règles comment on appelle encore, du maintien de l'ordre, quand vous regardez la règle de la proportionnalité, vous ne la trouverez jamais. Vous allez voir une énorme quantité de force pour matraquer des étudiants qui sont sortis. Ils n'avaient pas des coupes-coupes, ils n'avaient pas de fusil, ils marchaient pour montrer leur mécontentement. Et après, quand on crée ce désordre, les cailloux se lèvent. Il y aura des casses, bien sûr. On revient maintenant pour dire que ceux qui ont organisé les manifestations, ils sont responsables sur toute la ligne. Non, ils ne sont pas responsables sur toute la ligne. D'ailleurs, la Gen Z a dénoncé ce qui s'est passé en disant qu'on est en train de tâcher, de salir ce qu'eux, ils sont en train de vouloir faire comme manifestation. Eux, ils sont sortis. C'est pour qu'on règle les problèmes des populations. Ce n'est pas pour s'en prendre à d'autres populations au niveau de Madagascar. Mais quand ça arrive à ce niveau le plus souvent, vous donnez à l'État aussi l'occasion de dire prétexte sécuritaire, on casse les biens des gens, on fait ceci, mais on sort davantage de militaires. Parfois, une manifestation qui aurait pu, en étant pacifique et massive, changer des choses dans un pays, va s'éteindre sans pour autant obtenir des résultats. Et face à la violence et au vandalisme, le couvre-feu instauré se présente comme une réponse sécuritaire, mais est-ce une mesure suffisante pour ramener le calme, ou est-ce qu'il y a des risques d'alimenter par cette mesure-là d'autres frustrations? Le couvre-feu ne résout pas le problème, puisque le couvre-feu ne prend en compte que l'aspect casse, l'aspect pillage, etc. Mais les gens ne sont pas sortis pour casser, pour piller, pour manifester. D'ailleurs, ils ont appelé à manifester encore. Ils sont ressortis dans les rues sans tenir compte de cette situation. Ils ont même déposé, j'allais dire, une sorte de plateforme en disant à l'État, voilà un certain nombre de choses à faire. Parmi ces choses, la libération de leurs camarades qui ont été arrêtés, le fait de juger les forces de défense et de sécurité si on parvient à prouver que c'est eux qui ont tué, parce que les étudiants insistent sur leurs camarades qui ont été tués, etc. C'est-à-dire qu'on est en train, sur la première plateforme qui posait un problème d'eau et d'électricité, d'augmenter les revendications. On augmente les revendications. En ce moment, ça devient une sorte de rapport de force. Si la mobilisation continue, mais comme on l'a vu dans beaucoup de pays, vous allez voir, on finira par dire non, ce n'est même pas le ministre de l'énergie qui doit partir, c'est le président lui-même qui doit quitter le pouvoir, il n'a qu'à démissionner. Et ça, il y a ce rapport de force qui est là, les manifestants le comprennent, il faut maintenir une certaine mobilisation pour amener l'État à céder quelque chose. L'État se dit, mais attendez, si on les laisse maintenir une certaine manifestation, ils peuvent demander encore beaucoup plus. C'est dans ce jeu-là que se trouve véritablement la clé qui va permettre de savoir est-ce qu'il y aura une sortie de crise dans le sens des revendications ou est-ce qu'il y aura une sortie de crise dans le sens d'une récupération des manifestations par l'État qui va utiliser l'argument sécuritaire pour casser ce mouvement. Et ces manifestations sont l'expression d'une ras-le-bol populaire spontanée, mais est-ce qu'elle bénéficie de quelconque soutien, voire politique? C'est clair que on dit toujours que les opposants sont contents quand il y a des problèmes. Bon, c'est de l'opportunisme si les gens veulent, mais c'est le moment pour dire que voilà, ils ne sont pas capables.
Sur la question de l'eau, sur la question de l'électricité, bien sûr, l'opposition ne manquera pas de profiter pour dire, mais voilà ce qui se passe. N'oublions pas que cette opposition a boycotté la dernière élection présidentielle. Ce n'est pas cette opposition qui va venir au secours du président qui a été élu sans avoir véritablement un adversaire. Ce n'est pas eux qui vont venir au secours d'un président qui est arrivé au pouvoir également après des manifestations. On est passé par un coup d'État avant que lui qui n'arrive au pouvoir. Est-ce que l'opposition ne va pas se mettre dans son coin en disant, mais attendez, est-ce qu'on ne va pas faire une sorte de remake, renforcer ce qui se passe dans la rue pour qu'on aboutisse éventuellement à un coup d'État, on organise à nouveau des élections, ce qui permet à l'opposition de pouvoir accéder au pouvoir, parce que malheureusement, les partis politiques sont dans des calculs, et le calcul principal, c'est l'accession au pouvoir. On n'accède pas au pouvoir en réconfortant, en confortant celui qui se trouve au pouvoir, ce qui fait qu'il est clair qu'avec ce qui se passe actuellement, c'est comme du pain béni pour l'opposition qui tire à boulet rouge sur le pouvoir en place. Est-ce qu'il y a des risques d'amplification? Je n'ai pas bien saisi. Est-ce qu'il y a des risques d'amplification de la situation actuelle? Le risque, il est déjà là. Parce que quand on manifeste généralement, quand on fait usage de la violence a tendance à augmenter la manifestation. J'avais dit tout à l'heure, ça crée des revendications supplémentaires. On parle actuellement de libération de personnes qui sont arrêtées. On parle de poursuivre des forces de défense et de sécurité qui ont tué des manifestants. Et vous risquez d'augmenter le mécontentement des populations parce que ceux qui sont tués, ceux qui sont arrêtés appartiennent à des familles. Ces familles ne vont pas dire arrêtez. Ces familles vont vouloir que leurs enfants également soient libérés. Si on appelle à une manifestation pour libérer leurs enfants, ces gens risquent de venir grandir le nombre de personnes qui manifestent. Mais, comme je l'ai dit, ça va être un rapport de force. C'est difficile de dire dans quel sens le rapport de force va aller. Si Gen Z plus les étudiants, puisque c'est les deux mouvements qui sont le plus au devant de cette affaire, parviennent à maintenir cette pression en termes de manifestation, mais il est clair que le gouvernement sera obligé de reculer. Jusqu'où, je ne sais pas. Si la méthode sécuritaire du gouvernement parvient à casser les manifestations, mais vous allez voir, on va dire, on met en place une commission d'enquête, on fait je ne sais pas quoi et quoi, on annonce un certain nombre de choses et puis on recommence ce qu'on avait l'habitude de faire et ça rentre dans les nombreuses commissions d'enquête qui existent en Afrique et qui n'ont même pas commencé pour pouvoir fournir des conclusions. La génération Z, donc, qui fait référence à ces mouvements qui naissent des réseaux sociaux de plus en plus, on dirait même presque une tendance un peu dans les pays. Mais, en fait, regardez ce qui se passe dans nos pays. Vous ne vivez pas dans de bonnes conditions. Vous le dites, on vous attrape. Vous manifestez, on vous sanctionne. Vous n'accédez pas aux médias. Mais il y a un autre média qui est là, qui appartient à personne. Les médias sociaux. Que personne ne contrôle. Et ceux à qui vous voulez dire, vous n'allez pas le dire à l'intérieur, la diaspora du pays concerné, qui est à l'extérieur, se transforme en relais pour les populations qui sont sur place, en diffusant un certain nombre d'informations qui, de façon générale, vont dans le sens d'indigner les populations. Mais quand quelqu'un s'indigne, de façon générale, sa tendance est de vouloir se soulever contre cette indignation. Et les réseaux sociaux ont amené aujourd'hui ce moyen qui n'existait pas auparavant. Parce que même vous pouvez manifester, il n'y avait pas assez de médias, il n'y avait pas tout ce qu'on a aujourd'hui comme médias, mais on n'est même pas au courant que vous avez manifesté. Aujourd'hui, vous pouvez manifester, filmer votre manifestation, mettre au niveau des réseaux sociaux, mettre même en direct la manifestation, le matraquage de la manifestation, vous pouvez également le mettre en direct. Mais il y a un écho qui est là et qui ne demande pas grand-chose. On ne va pas payer quelque part pour faire passer les éléments d'information, c'est dans les réseaux sociaux. Le deuxième élément, les gens prennent le temps, parce que j'ai dit que ça a commencé pratiquement mi-septembre. Il y a une préparation où on a dénoncé tout un ensemble de choses. On a dit aux gens, non, vous ne pouvez pas continuer à accepter, etc. Maintenant, ça ne prend pas tout le temps. Et on ne sait pas exactement quand est-ce que ça prend également. Certains ont essayé, ça n'a pas marché. D'autres ont essayé, ça a marché. Et est-ce que les États, les dirigeants devraient beaucoup s'en méfier de la force que représente donc cet outil numérique au niveau de la jeunesse? Ils ne peuvent pas s'en méfier parce que la seule possibilité qui existe, et c'est la plus mauvaise, c'est de bloquer. Ce que beaucoup de pays font.
quand il y a risque de manifestation, on bloque Internet, etc., pour empêcher aux gens de l'utiliser comme instrument pour faire circuler l'information. Même ce blocage aujourd'hui, avec les VPN, même cela, ça se contourne. En fait, il faut mieux résoudre le problème lui-même que de vouloir contourner le problème. Parce que tant que les gens ont ce mécontentement, les gens chercheront un moyen pour exprimer ce mécontentement-là. Résoudre le mécontentement permet de ne pas se fatiguer à vouloir bloquer Internet, à vouloir empêcher à d'autres personnes qui l'utilisent comme instrument de travail de pouvoir travailler, à bloquer des activités économiques, parce que beaucoup d'activités économiques passent par Internet aujourd'hui. Donc la solution, ce n'est pas d'aller voir comment faire pour empêcher les gens de manifester. La solution, c'est de faire en sorte que les gens n'aient pas de raison pour pouvoir manifester. Et à Madagascar, comment est-ce que les autorités comptent-elles adresser donc ces différentes revendications de la génération Z? On n'a pas encore un discours clair du président de la République. Il a tenu le discours habituel, je vous ai compris, parce que c'est ce qu'il a dit. J'ai entendu la revendication de la majorité sur ce qui concerne le délestage et le manque d'eau, la pénurie d'eau. Ben, c'est déjà quelque chose. Mais ça, c'est un constat. Les gens ne demandent pas un constat parce que c'est le constat qui a fait sortir les populations. Les gens demandent des solutions. Et ça va être compliqué parce que ce n'est pas une messe à faire. Il ne pourra pas résoudre le problème du jour au lendemain. Le problème, c'est quelle crédibilité les populations vont donner au président actuel et à la proposition du président pour que ce que le président propose soit considéré comme suffisant pour mettre fin aux manifestations. C'est ici que le problème va se poser parce que du jour au lendemain, on ne peut pas régler un problème de délestage, un problème de manque d'eau. Il y a un travail à faire pour pouvoir le résoudre. Maintenant, le président le sait très bien, il va prendre la parole, s'engager sur un certain nombre de choses, mais quelle sera la crédibilité de son discours pour pouvoir empêcher les jeunes de continuer à manifester. Merci, Mamadou Diouf, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous également de nous avoir suivis dans le décryptage du jour.